Bonjour et bienvenue sur La Familia, un podcast pour s'éveiller et vivre ensemble une féminité décomplexée et libérée. Et ça, dans toutes les étapes de notre vie. Si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de déposer un avis, de le partager et de nous suivre. Pour ce nouvel épisode de podcast, j'ai la chance de recevoir Juju la Gigi. Juju est une gynécologue obstétricienne et prend la parole au quotidien sur Instagram pour vulgariser des sujets autour de la médecine et notamment de la gynécologie. Elle fait ça avec beaucoup d'humour, de façon décomplexée et grâce à des vidéos et de petits dessins. Aujourd'hui, elle est à mes côtés pour nous aider à mieux comprendre notre corps et lever le voile sur la consultation gynécologique. Un rendez-vous médical qui est malheureusement trop souvent source de stress ou d'angoisse pour les femmes, notamment la première fois. Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux, Juju, s'il te plaît, te présenter, nous parler un peu de toi et nous présenter ton parcours? Eh ben moi, je suis donc Juju sur les réseaux. Dans la vraie vie, je suis médecin, gynécologue obstétricienne. Je suis aussi maman de 3 garçons. J'ai récemment, donc depuis 2 ans, développé une activité d'auteur-illustratrice et aussi je crée du contenu santé en vulgarisation médicale sur tout ce qui touche à la santé de la femme sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Je crois que tu es auteur, c'est ce que tu nous as dit à demi-mot. Ouais, alors j'ai encore du mal à assumer ce titre, mais oui, je pense qu'à partir du moment où on a écrit et publié un livre, on peut dire qu'on est auteur. Donc je suis auteur. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu, nous en dire un peu plus sur le sujet de ton livre? Parce que moi, je le connais, mais Alors, c'est gentil d'en parler, je pensais pas qu'on parlerait de ça et donc ça me fait toujours plaisir de parler de mon livre qui s'appelle «Le guide gynéco joyeux et décomplexé», qui est sorti aux éditions First et c'est un livre illustré, en fait, un espèce d'être hybride entre un livre et une bande dessinée, qui est drôle et qui est plein d'informations sur la santé de la femme, la consultation gynéco, les pathologies gynéco, la contraception, le tout avec, voilà, plein de dessins et plein d'humour. super. Et c'est toi qui as fait les illustrations dans ton livre? J'ai fait tout. Tout. Les illustrations, l'ancrage, la couleur, la recherche scientifique, l'écriture, c'est mon bébé. C'est génial, c'est génial. Et puis, c'est de 7 à 77 ans, voire plus, pour toutes celles et ceux qui ont envie de le lire, donc c'est top. Et alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton métier? Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir gynécologue? Et qu'est-ce que tu fais au quotidien, quoi, finalement? Alors, ça a pas toujours été une évidence, hein, quand j'étais plus jeune, avant de passer mon bac, je voulais être vétérinaire et puis assez rapidement, je me suis dit que les animaux, ça allait pas être ma came toute la vie et que les humains étaient infiniment plus complexes et que ce serait, plus intéressant et donc je me suis tournée vers la médecine, mais je pense que j'ai toujours été très attirée par le soin à l'autre, voilà, être dans la relation avec les gens et puis au fur et à mesure de mes études, c'est la gynéco qui s'est imposée. C'est une spécialité vraiment magnifique parce qu'elle est extrêmement vaste. On va s'occuper alors, bon pour le coup on s'occupera que des femmes, mais on va vraiment s'occuper des femmes de leur puberté, jusqu'à leur mort, les accompagner dans des moments de vie, extrêmement importants et puis souvent quand on va faire de l'obstétrique, ce qui est mon cas, on va suivre des grossesses et là on va être dans l'accompagnement de quelque chose de physiologique. Moi j'aime bien définir ça comme ça, me dire: «Bah, on me confie, une personne en bonne santé au début et puis il va falloir que j'amène 2 personnes en bonne santé à la fin». Et je te trouve que c'est, vraiment une très belle aventure, ouais. On a un métier magnifique. Donc le rôle d'un gynécologue, finalement, c'est s'occuper de l'humain et de la femme. Quand tu dis: «Je suis gynécologue obstétrique», c'est ça? Alors en fait, la gynéco, c'est vraiment tout ce qui est autour, de la femme, mais ça va être par exemple, la contraception, la ménopause, les cancers gynécologiques. L'obstétrique, c'est tout ce qui est lié à la grossesse, pour faire la différence avec les sages-femmes s'occupent de tout ce qui concerne la grossesse, mais qui est physiologique, qui se passe normalement et les gynéco-obstétriciens, on est appelés quand ça se passe moins bien. Donc par exemple, pour le suivi de certaines grossesses, compliquées, quand il y a des pathologies préexistantes ou des pathologies qui se développent en cours de grossesse ou au moment de l'accouchement si, on a besoin d'une extraction, d'une césarienne ou pour gérer une hémorragie, là, c'est là qu'on va, entrer en scène en quelque sorte. Tu as un compte Instagram dédié à la vulgarisation, autour de la gynécologie. Comment est-ce que tu as eu l'idée de créer ce compte à ce sujet? Pourquoi tu en as ressenti le besoin?
Alors, ce qui est rigolo, c'est que contrairement à la plupart des gens qui font de l'insta santé, qui avaient, envie de transmettre, au départ, moi, ça s'est pas du tout fait comme ça. Moi, ce que je voulais, c'était faire un livre. C'était vraiment, un projet que j'avais depuis des années et j'avais, tout mis ma vie entre parenthèses pendant 1 an pour, me mettre à mi-temps, développer ce livre, faire une école de bande dessinée et quand il a été question de chercher un éditeur pour que ça fonctionne et beh, ça marchait pas du tout, en fait. J'arrivais pas à me faire éditer et j'arrivais au bout du temps que je m'étais fixé pour réussir mon pari de faire ce livre et là, on m'a conseillé d'aller sur Instagram en me disant: «Bah, c'est là que ça se passe, c'est là que tu te feras repérer et c'est comme ça que tu feras ton bouquin» et en fait, je suis arrivée, sur Insta un peu, contrainte et forcée, j'en avais pas du tout envie, pour, me faire une vitrine et montrer ce que je faisais et trouver un éditeur et donc ça a très bien marché et ça a marché au-delà de tout ce que j'avais imaginé. C'est-à-dire que rapidement, j'ai eu des milliers, puis des dizaines de milliers d'abonnés et une fois que c'était lancé, bah, et que j'avais atteint mon but premier qui était donc de faire un livre, je me voyais pas du tout arrêter parce que, bah, j'y avais pris goût en fait à avoir cette communauté très sympa, à faire des vidéos rigolotes, à partager mes dessins et puis je me suis rendu compte un jour que, le temps que je passais en consultation, 20 minutes par exemple, à expliquer, la contraception à une personne en one to one et bah, ce même temps, si je le mettais sur ma page, il y avait 10 000, 20 000 personnes, peut-être 50 000 personnes qui allaient voir la vidéo et profiter de la même information et je me suis dit que ce serait vraiment dommage de couper ce canal, de vulgarisation, qui marchait super bien et donc j'ai continué. Mais, mon arrivée sur Insta est un peu atypique, on va dire. C'est vrai parce que tu as débuté, tu étais masquée. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que je me masque de moins en moins parce qu'à force de participer, à des émissions, alors de radio, tu me diras, on voit pas trop la tête, mais, de faire des partenariats avec, avec vous, par exemple, avec Elia, où du coup je me démasque pour faire de l'info santé. Je montre de plus en plus mon visage. Mais au départ, mon idée, c'était vraiment de complètement dissocier, ma vie sur les réseaux de ma vie pro et je voulais pas qu'on puisse me reconnaître. Après, pour des questions de simplicité, je me suis un peu démasquée récemment, mais pas complètement. Je suis pas encore très à l'aise avec l'idée de lever un jour mon anonymat. Ce que tu dis est hyper intéressant, c'est comment est-ce que tu peux faire de la vulgarisation médicale facilement et accessible au plus grand nombre. Parce que c'est vrai que quand tu as 20 minutes de consultation chez un gynécologue, enfin moi je connais très bien tes consoeurs et confrères, hein, puisque j'ai de l'endométriose et donc les gynécologues me connaissent très bien aussi. Mais c'est vrai que en 20 minutes, tu n'as pas le temps de poser toutes tes questions. Est-ce que tu as remarqué qu'il y a un manque de pédagogie sur les sujets autour de la femme ou des tabous encore il y en a certainement, il y en a très clairement, mais est-ce que tu pourrais nous donner quelques grands tabous chez la femme? Bah, en ce moment, comme moi je suis beaucoup dans ces milieux-là, j'ai l'impression qu'on parle de toutes les choses qui étaient tabous avant, les règles, la douleur, la ménopause. J'ai l'impression que tout est très exposé et que tout est très médiatisé et que donc c'est plus tabou. Mais la vérité, c'est que dans certaines, familles ou dans certaines cultures, ça reste très compliqué de parler des choses, de l'intime, le soignant est au cœur de cette information, mais aussi, les médias, l'école, il y a d'autres biais pour s'informer parce qu'effectivement, comme tu le dis très bien, en 20 minutes, quand tu viens avec une demande particulière, le temps, si tu as besoin d'un examen, de te déshabiller, d'être examiné, de te rhabiller, ça passe extrêmement vite et on n'a souvent pas le temps, d'aborder les sujets de prévention ou de balayer en tout cas tout ce qui devrait être, abordé, quand on a son soignant disponible pour soi. Mmh. Et est-ce que tu as remarqué qu'il y avait souvent des a priori ou des idées reçues sur ton métier, la consultation gynécologique? Alors, comment dire que les gens ils viennent pas chez nous par plaisir? Ouais. C'est vrai que quand j'ai, travaillé 1 an en centre de santé, c'était très enrichissant et souvent les consultations commençaient par: «Ah bah, je suis venue mais j'ai pas envie d'être là». Ça fait toujours plaisir et en même temps on le comprend, hein, on a toujours mieux à faire que, d'aller, se mettre à poil, devant un soignant qu'on connaît pas forcément en plus au départ. Et puis, récemment les gynécologues, de façon générale, on n'a pas eu très bonne presse. On a plutôt été épinglés sur des choses détestables dans les médias, et c'est vrai que, bah, ça fait un peu de la peine parce que pour bien soigner les gens, s'ils arrivent à reculons et en n'ayant pas envie d'être là ou en ayant même peur, et ben, on fait du moins bon soin, je pense. Donc, c'est dommage, j'espère qu'on va réussir à rétablir cette confiance qui s'est brisée. Et alors du coup, justement en termes de confiance ou en termes de: «Il faut que j'aille chez le gynécologue, je suis pas hyper contente d'y aller», mais à quel moment est-ce qu'on doit faire sa première consultation gynécologique?
C'est une question qui revient souvent. Quand je suivais des dames d'un certain âge, elles posaient souvent la question pour leurs filles qui grandissaient et voilà, elles avaient envie de savoir. Je pense qu'il faut y aller à partir du moment où on a une question, une demande ou un symptôme qui nécessite d'être exploré. Là, ça, c'est de l'ordre de l'évidence, hein. On a, par exemple, mal au ventre ou un problème de règles ou besoin d'une contraception, il faut consulter pour pouvoir obtenir des réponses ou une prescription. Après, si tout va bien, qu'on a besoin de rien et qu'on est très bien dans ses basques, je pense que débuter un suivi gynéco trop tôt, c'est vraiment pas nécessaire. Mais je dirais qu'à 25 ans, il faut se pousser et y aller, ne serait-ce que pour discuter, hein, pour parler, pour Mmh. amorcer un suivi. Et est-ce qu'on peut venir accompagner? Évidemment. Je pense qu'on peut venir accompagner si ça permet de se sentir bien, de se sentir à l'aise et en confiance. Si au contraire, ça vous déplaît d'être accompagné, vous venez seul. C'est très libre. En tout cas, un gynéco, une gynéco va pas vous refuser la présence de quelqu'un qui vous fait vous sentir bien en consultation. Et après, ce qui est possible de faire, c'est de faire entrer la personne pour discuter, par exemple, la faire sortir pour l'examen s'il y a besoin. Tout est possible. Enfin, en tout cas, moi, dans mes consultations, c'est très libre. On discute et on fait pour que la personne se sente le mieux possible. Il y a une étude là qui est sortie et qui montrait que à peu près 60% des femmes renonçaient à aller chez le gynécologue par manque d'organisation ou par peur de l'examen. Est-ce qu'un examen interne de type échographie est obligatoire quand tu vas chez le gynécologue? Alors un examen interne, que ce soit, avec, les doigts pour le toucher vaginal par exemple ou le spéculum ou avec une échographie, parfois on utilise une sonde endovaginale, c'est pas obligatoire dans le cadre rien n'est jamais obligatoire dans la vie, hein, mais dans le cadre d'une consultation de suivi pour discuter ou pour une prescription de contraception, ça va pas être nécessaire. Par contre, si la patiente, elle arrive avec une demande, par exemple, elle a des saignements inhabituels, elle a besoin de savoir ce qui se passe, nous pour pouvoir répondre à cette question, on va quand même avoir besoin d'examiner et là effectivement, c'est difficile de faire l'économie d'un examen interne. Et alors, qu'est-ce que tu appelles par toucher vaginal? Un toucher vaginal, c'est un peu, la base, de notre examen clinique à nous. Ça consiste avec 2 doigts à rentrer dans le vagin pour bien sentir les organes internes, l'utérus, les ovaires et avec l'autre main qu'on pose sur le ventre ça nous permet de sentir par exemple la taille de l'utérus, la consistance du col, s'il y a une grosseur sur un ovaire, on peut le repérer en dépistage comme Mmh. ça. D'accord, en complément d'une échographie du coup? Alors l'échographie, c'est pas du tout systématique à chaque consultation, c'est dans l'autre sens. C'est d'abord, la patiente, elle vient, elle a une demande, on va l'examiner physiquement et on complétera par une échographie si cela semble nécessaire. On entend beaucoup dire ou alors on reçoit de la part de la sécurité sociale des incitations à aller faire des frottis. Et oui, parce que le frottis, c'est un dépistage qui, à mon sens, est essentiel. Ça permet de repérer tôt, les cancers du col de l'utérus. En fait, le cancer du col de l'utérus, il est assez fréquent chez la femme et il est lié à un virus qui s'appelle HPV, Human Papillomavirus. Et ce virus, il en existe des centaines, mais il y en a qui vont être ce qu'on appelle oncogènes, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité de transformer les cellules en cellules cancéreuses. Et certains de ces virus oncogènes aiment bien se mettre particulièrement au niveau de la zone de jonction du col, là où le col passe de l'extérieur à l'intérieur de l'utérus. Et ça, on peut repérer quand ça commence, avant que le cancer soit installé, avec le fameux frottis. C'est-à-dire on met un spéculum, un petit objet qui permet de voir le col. On introduit ce petit objet dans le vagin, on repère le col, on passe une petite brossette en fait, ou un petit pinceau, un objet quoi, qui nous permet d'aller prélever des cellules à cet endroit-là. Ou du virus, et ensuite on l'analyse. Et donc ce qui est recommandé aujourd'hui, c'est de faire ce premier examen, l'analyse des cellules, le frottis à proprement parler à 25 ans, puis 1 an plus tard à 26, puis 3 ans plus tard, et à partir de 30 ans, on va tous les 5 ans rechercher directement le virus HPV au niveau du vagin, et ce jusqu'à 65 ans. Et ça va permettre de repérer plus tôt des cancers ou des cellules précancéreuses et d'éviter d'avoir le cancer du col. Donc c'est pas obligatoire, mais c'est recommandé et ça me semble essentiel dans la prévention pour les femmes. Pas mal de polémiques ces derniers temps sur la chirurgie du vagin, du clitoris, plein de sujets. Et en fait, on s'est rendu compte, et on a eu beaucoup de questions de notre communauté, qui ne savaient pas quels étaient les principaux organes génitaux féminins. Est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns, les principaux peut-être? On va distinguer les organes génitaux externes, qui sont la vulve et le clitoris, des organes génitaux internes, qui sont le vagin, l'utérus, les trompes et les ovaires. Je vois bien la polémique à laquelle tu fais référence, qui a inondé les réseaux sociaux, et on s'est rendu compte que les gens confondaient en fait leur vulve, qui est à l'extérieur, avec leur vagin qui est à l'intérieur. Et ça, c'est quand même la base de connaître son anatomie pour bien comprendre et être acteur de sa santé.
Que conseilles-tu aux jeunes femmes pour découvrir leur anatomie par elles-mêmes? Est-ce que tu as des sites, des recommandations? Et pourquoi c'est important de finalement bien connaître son anatomie? Et je pense que ce soit, l'anatomie, intime ou que ce soit l'anatomie en général, si on avait tous mieux conscience de comment fonctionne notre corps et ben, on serait mieux acteurs de notre santé, on pourrait mieux prendre soin de notre corps, pour qu'il dure longtemps et en bonne santé. Et pour ce qui est de son anatomie intime, comme chez nous, c'est pas, extérieur, hein, comme chez les garçons. Ce que je conseille aux jeunes filles de faire, alors je leur propose qu'on le fasse en consultation ensemble si elles le souhaitent, mais des fois elles ont un peu peur, elles préfèrent le faire toutes seules, c'est déjà tout simplement de se regarder dans un miroir en fait. Aller voir ce qu'on a entre les jambes, se regarder, éventuellement se toucher, pour mieux se comprendre et mieux se connaître. Ça me paraît pas mal pour, comme début dans la vie. Et si on a des questions qu'on n'arrive pas à résoudre, toute seule, tu nous conseilles de consulter un gynécologue, une sage-femme? Quelle est la différence finalement? Ouais, je pense que consulter un soignant, que ce soit, gynéco, sage-femme ou médecin généraliste formé à la gynécologie, l'important c'est de consulter quelqu'un avec qui on va se sentir bien, en confiance, avec qui on va oser parler, pour ça le mieux c'est peut-être encore le bouche à oreille parce que, quand on a des bonnes copines qui vous disent: «Cette personne-là, ça marche, ça fonctionne, elle répond à mes questions, elle m'écoute, elle est bienveillante». J'ai dit «elle» mais c'est par pour personne, hein, ça peut être un homme ou une femme, peu importe. Et beh, je pense que c'est une bonne façon de repérer le bon soignant, parce que si on est déjà mort de trouille et qu'on va voir quelqu'un qu'on connaît pas, on a souvent encore plus d'appréhension, alors que si quelqu'un l'a testé pour vous, Mmh. c'est pas mal. Mais pour ce qui est, du suivi, de base, si je puis dire, général, de la femme, faire son frottis, parler contraception, poser ses questions, on peut tout à fait voir un gynéco, une gynéco, mais on peut voir une sage-femme ou une médecin généraliste qui serait formé à la gynéco, c'est pas un souci. Est-ce que tu peux nous donner la différence entre un gynécologue et une sage-femme? Et ben c'est comme pour, l'obstétricien et la sage-femme, mais concernant la gynécologie. Plus récemment, les sages-femmes, elles ont, obtenu le droit, de faire beaucoup plus de choses en dehors de la grossesse et donc il y a maintenant des sages-femmes formées à la gynécologie médicale qui vont pouvoir assurer le suivi des femmes en dehors du contexte de grossesse. Mais, comme pour la grossesse tout à l'heure, je vous expliquais, elles vont rester sur la physiologie, c'est-à-dire elles vont être dans le dépistage, l'accompagnement, le suivi de tout ce qui se passe bien. Si par exemple le frottis revient pathologique et qu'il y a besoin de faire d'autres examens, elles vont réorienter vers le gynécologue. Est-ce que tu pourrais nous donner, quelques éléments sur ce que tu aimes le plus dans ton métier aujourd'hui? Ah bah, moi, ce que j'adore dans mon métier et qui m'a toujours, fascinée et motivée à choisir celui-là plutôt qu'un autre, c'est sa diversité. C'est-à-dire que j'aime bien, arriver le matin et puis, un jour je vais faire de l'échographie, un jour je vais faire de la consultation, de suivi de grossesse pathologique, le lendemain je serai en salle de naissance, je vais faire des accouchements et puis le surlendemain, je serai en train d'accompagner une femme, dans sa ménopause. Et le fait de pouvoir passer vraiment, sur des sujets extrêmement différents tout en gardant cette base qui est la santé de la femme, je trouve ça vraiment extraordinaire. Et si tu avais un conseil à donner aux jeunes femmes, aux femmes qui nous écoutent, autour de leur santé et de leur santé gynécologique, si je peux appeler ça comme ça? Ouais, on peut appeler ça comme ça. Alors ça va pas être très original, mais j'aurais tendance à dire aux gens, «Prenez bien soin de vous, écoutez-vous, faites-vous du bien». Après, si on veut être un peu plus médical, il y a 2 choses, qui me semblent importantes. Le fait que les gens soient acteurs, de leur santé, que les femmes soient actrices de leur santé, ça me paraît hyper important. Donc comprendre ce qu'un médecin, une sage-femme vous explique, reposer la question si c'est pas clair, demander à avoir des copies de vos examens parce que, on entend souvent: «Oui, oui, bah, votre frottis, je le récupère s'il est normal, et bah, je vous appelle pas, s'il y a un problème, je vous rappelle» et puis la femme, elle récupère jamais son résultat. Ça, c'est plus possible aujourd'hui. Pour que les gens soient acteurs de leur santé, il faut qu'ils aient l'ensemble des éléments qui les concernent, qu'ils puissent les lire, que ça leur soit intelligible, qu'ils le comprennent, qu'ils puissent les réutiliser s'ils changent de soignant. Des fois, on déménage, on a besoin d'avoir ces papiers pour reprendre un suivi ailleurs. Donc ça me paraît vraiment essentiel. S'impliquer dans sa propre santé et être acteur de sa santé, c'est une bonne chose. Et puis l'autre conseil important, c'est, alors c'est pareil, hein, ça va paraître banal, mais on est ce qu'on mange et on est ce qu'on fait. Donc avoir une activité physique, manger des bonnes choses, ça peut paraître super bateau de dire ça, mais c'est quand même, avant les soins, avant les médicaments, avant tout ça, la clé, de la bonne santé et c'est des choses simples, accessibles à tout le monde. Prendre une paire de baskets, aller marcher, et mettre, des légumes dans son assiette. Et bah, voilà, ça c'est des choses toutes simples qui vont vous faire du bien. Super. Eh ben, écoute, merci beaucoup Juju pour tous tes conseils et tout ton éclairement autour de la sphère gynécologique, en tout cas de la consultation gynécologique et sur ton livre que j'encourage
vraiment à aller acheter au plus vite, hein. C'est un peu, C'est super sympa. je le pense vraiment, c'est un peu le dictionnaire de la gynécologie et accessible au plus grand nombre, en fait. Donc je trouve ça génial. Et moi, je voudrais dire, merci Elia parce que, vraiment je me suis, refusée à faire, des partenariats pendant très longtemps, et j'ai trouvé votre, marque vraiment incroyable parce que, on te sent, toi, investi dans la santé des femmes et dans ce que tu fais au-delà, des culottes que vous proposez, qui, soit dit en passant, sont top, puisque je les ai à la maison et que je les utilise tous les mois. Trop bien. Mais ouais, on sent que, voilà, il y a une vraie volonté, derrière de faire bouger les lignes et ça fait plaisir des gens comme ça. On le fait avec le cœur et avec passion et parce qu'on croit vraiment qu'effectivement, c'est un peu ce que tu disais dans ce podcast, c'est important de pouvoir prendre sa santé en main et de pouvoir, échanger avec son professionnel de santé sans subir les examens et se dire: «Je le fais et puis je vais prendre ce qu'on va me dire» et peut-être que c'est intéressant aussi d'aller comprendre et chercher, à trouver des solutions à ce qui nous arrive, quoi. Parce que c'est, finalement le patient et le professionnel de santé, j'ai un peu l'impression que c'est quand même une équipe. Mais c'est pas une impression, c'est en fait, dans un monde idéal, on serait toujours une équipe, on avancerait ensemble, on prendrait les décisions ensemble pour la santé, de la personne concernée. Donc c'est exactement ça, une équipe, quoi. Ouais, ça, c'est parfait ton mot de la fin. Ça marche. Bah, écoutez, si vous souhaitez découvrir le quotidien d'une gynécologue obstétricienne créative, drôle, féministe, je ne peux que vous encourager à suivre Juju la Gigi sur son compte Instagram. Si vous avez la moindre question ou remarque, vous pouvez aussi nous contacter. Laissez un petit commentaire sous ce podcast. Et encore, merci Juju. Merci à toi.